D'accord, j'aurais dû peut-être passer par le vestibule. C'est pas grave. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Il y a 3 participants pour le moment. On va peut-être laisser quelques minutes aux personnes qui souhaitent assister, enfin quelques minutes, quelques instants, je dirais, pour si jamais il y a d'autres connexions qui se font. D'accord. Bon, je vois pas le chiffre augmenter. Ben, je vous propose de démarrer, si vous êtes d'accord, Pierre-Alain et Aurélie. Ok. Oui. Je vais faire l'introduction, puis je vous passe le relais ensuite, si ça vous convient. Très bien. D'accord. Donc, bienvenue à tous. Merci de votre participation, votre présence pour ce webinaire d'information sur le programme du master spécialisé du génie civil des grands ouvrages de l'énergie, qui est une formation en collaboration avec Centrale Supélec et l'École des Ponts Paris-Tech. Donc aujourd'hui en présence, nous avons donc Aurélie Frionnet et Pierre-Alain Naz, qui sont les responsables pédagogiques et scientifiques de la formation, et moi-même, Morgane, qui suis votre interlocutrice pour tout renseignement, on va dire, d'ordre générique sur la formation. Voilà. Donc, on va procéder à la présentation des objectifs et de la formation. Donc, je passe le relais à Pierre-Alain ou à Aurélie, celui qui souhaite évoquer cela. Alors Aurélie, tu veux commencer? Ouais, on va peut-être commencer en introduction sur les objectifs, positionner un peu ce master sur les enjeux énergétiques. On a effectivement donc pour objectif d'avoir des gens qui sont capables de travailler dans un environnement qui est contraint et réglementé. Tous les enjeux qui sont autour de l'énergie, c'est aussi un domaine dans lequel on a un environnement réglementaire qui est assez impressionnant par rapport à d'autres secteurs industriels. L'objectif est aussi d'être capable d'évaluer les impacts et les risques environnementaux des ouvrages, de ces grands ouvrages pour l'énergie, qui sont souvent des ouvrages qui durent longtemps et qui du coup affectent un territoire sur la durée. Un autre des objectifs du master, c'est d'être capable de maîtriser les différentes étapes du cycle de vie des ouvrages pour l'énergie. Et ça veut dire effectivement depuis le développement d'un projet, en passant par la construction, l'exploitation des ouvrages, mais aussi leur déconstruction et la gestion des déchets. Donc ça veut dire que ça fait des étapes qui sont des étapes assez différentes les unes des autres, qui sont tout autant incontournables les unes que les autres, et qui s'inscrivent sur une durée très longue et qui font des ouvrages pour l'énergie, des ouvrages vraiment à part par rapport à tous les ouvrages de génie civil qu'on peut trouver. Et enfin, on a un dernier objectif qui est de donner aux étudiants la capacité de s'inscrire dans des projets complexes avec une forte technicité, avec beaucoup d'interfaces, beaucoup d'acteurs, des métiers au-delà de celui du génie civil qui sont nombreux. Et donc, dans ce contexte-là, on a aussi besoin d'avoir des gens qui, sur le plan technique, soient des gens de très bon niveau. Je pense qu'on peut passer sur le suivant. Pierre-Alain, je te laisse peut-être la main sur les différents thèmes du programme du master. Oui, d'accord. Bon, alors, vous avez compris que voilà, la conception, la construction, l'exploitation, la déconstruction des grands ouvrages pour l'énergie. Donc, il s'agit de grands ouvrages de génie civil, pas de petites structures ni de dispositifs
même à des fins électrogènes qui en tout cas, n'impliquent pas disons de grands défis pour les génies civilistes. Donc, la conception, la construction, l'exploitation, la déconstruction, c'est un ensemble de disciplines qui requièrent des techniques qu'on vous enseignera dans ce master. Vous allez avoir d'abord une introduction au contexte énergétique mondial et les contraintes environnementales croissantes, comme on vient de le dire, c'est l'environnement et les énergies là. Et ensuite, le master spécialisé développe tous les fondamentaux du génie civil, donc le comportement des matériaux, la durabilité de ces matériaux, le calcul des structures, la modélisation aux éléments finis, mais aussi le BIM, la géotechnique avancée ou approfondie, appliquée à des ouvrages extrêmement massifs avec une forte interaction sol-structure, la maîtrise des risques et des incertitudes. Vous avez aussi des visites qui s'organisent normalement autour d'une semaine quand disons, l'environnement sanitaire le permet. Vous avez des cours de management de projets parce que c'est toujours des projets complexes qui accompagnent ces grands ouvrages. Et puis, vous avez une thèse professionnelle à réaliser qui commence à partir du deuxième trimestre ou troisième trimestre, enfin entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année civile. Voilà. Alors vous avez, oui, un accès privilégié à un large et puissant réseau des deux écoles. Donc vous avez le réseau des anciens élèves à la fois de l'école des Ponts et de Centrale. Vous avez aussi un corps professionnel assez exceptionnel, donc un corps enseignant qui tire le meilleur des deux grandes écoles. Ça fait partie des deux meilleures écoles de France. Et puis après, dans la diversité des profils, c'est à la fois les profils des professeurs. Vous avez des gens de l'industrie qui viennent et qui vous donnent un gros carnet d'adresses pour travailler plus tard. Et puis, des profils très variés également parmi les étudiants. Donc, c'est un master très tourné vers l'international, même si on se doute que petit à petit, avec les dernières annonces gouvernementales, il y aura de plus en plus d'ingénieurs issus d'écoles françaises qui vont prendre des places. Donc, il y a de nombreux défis là, avec non seulement l'électrification des usages, mais aussi la relance du nucléaire, qui vont devoir être relevés. Et ce master accompagne ces défis-là. Il a été fait pour ça. Voilà, donc c'est normalement un très bon accélérateur d'acquisition de savoir-faire et de connaissances pour l'ingénieur, à la fois l'ingénieur d'études ou l'ingénieur travaux, et puis qui ouvre des portes vers la responsabilité pour la conception ou le projet. Voilà. Dans le transparent d'après, il me semble, il y a quelques témoignages, donc je ne sais pas s'ils sont disponibles. Non, alors ce que disait Pamela, c'est que les anciens étudiants ne sont pas disponibles. C'est pour ça qu'elle a mis des QR codes qui envoient vers les témoignages qui avaient été recueillis de ces anciens étudiants. Mais il y a un réseau qui est assez facilement accessible si les… oui, D'accord. Et alors, sur le transparent d'après, vous avez en quelques chiffres des éléments, on vous laissera aller voir les témoignages, mais donc pour les chiffres, il n'y a pas d'inquiétude quand on fait ce master. Alors, le salaire moyen à l'embauche, vous l'avez là, je sais que c'est une obsession, mais les gens sont plutôt bien payés dans ce secteur-là, en comparant d'autres secteurs techniques, d'accord, de l'ingénieur, c'est pas de la finance qu'on fait. Donc c'est plutôt bien payé dans le haut des fourchettes des ingénieurs techniques. Près de 90% des contrats sont des CDI à la sortie. Voilà. Et vous avez un taux d'insertion. En moins d'un an, tout le monde trouve un travail. Et puis, en général, les 3/4 travaillent juste après le stage. Hein, donc, il n'y a pas à chercher très longtemps. Les gens travaillent dans le secteur, pour moitié dans le secteur de la construction et du BTP, pour un bon tiers dans le secteur de l'énergie et 20% dans les sociétés de conseil, les bureaux d'études, les bureaux d'ingénierie. Ça, c'était avant
avant les annonces du président de la République. Voilà. Et dans un contexte post-Fukushima pas toujours favorable à la relance de l'énergie, avec en plus des pressions liées aux élans écologiques qui peuvent modérer les ardeurs des grands ouvrages, enfin de ceux qui veulent construire des grands ouvrages pour l'énergie. Donc maintenant le contexte change peu à peu et donc tous ces chiffres vont encore se bonifier, il faut en avoir conscience. Les débouchés, vous l'avez sur le transparent qui suit, donc je vous l'ai dit, vous avez à la fois des ingénieurs en bureau d'études, en travaux, des chargés d'affaires, des responsables de conception. Vous travaillez aussi bien sur les structures qu'en géotechnique. Et puis, il y a des ingénieurs en structure particulière parce que c'est un master qui prépare aux structures offshore, qui prépare aux grandes structures offshore éoliennes ou pétrolières, qui prépare à la construction des grands barrages, qui prépare à la construction des grandes centrales nucléaires. Donc, ça reste des structures particulières. Et quand vous construisez un grand pont, vous avez les mêmes problématiques qui opèrent, donc avec la problématique énergétique en moins. Donc, il y en a qui se dirigent aussi vers la construction plus classique, mais des grands ouvrages en général. Donc, voilà, je vous ai donné les pourcentages en ce qui concerne les secteurs d'activité tout à l'heure. Merci Pierre-Alain et Aurélie pour ces précisions sur le contenu. Je précise parce qu'on a eu des personnes qui sont arrivées avec un petit peu de retard, quelques minutes malheureusement. J'en profite pour vous dire que le webinaire vous sera envoyé en replay et que on se tient de toute façon, je me tiens à votre disposition si vous aviez manqué quelques éléments en début de présentation. Donc, notamment en ce qui concerne là les critères d'admission. Donc, c'est un master spécialisé. Donc, la vocation est donc la professionnalisation. Plus que au-delà généralement d'un bac plus 5. On peut également envisager d'avoir un bac plus 4 avec de l'expérience professionnelle. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre profil. En termes de bac plus 5, il va quand même y avoir un discriminant au niveau de l'origine. Donc, soit un diplôme d'ingénieur ou un master 2 dans des disciplines proches, vraiment voisines du génie civil. Et des diplômes, bien sûr, français et internationaux. Au niveau du processus, donc il y a une plateforme de candidature en ligne entièrement sur le site de l'école des ponts et donc sur laquelle on dépose un dossier et donc il y a un entretien. C'est passé un petit peu vite la slide d'après. Un entretien d'admissibilité et ensuite ça fonctionne par session, c'est-à-dire que vous avez une date butoir pour soumettre votre candidature. Et suite à cette date butoir, dans les semaines qui suivent, il y a donc un jury qui se réunit et qui prononce les résultats d'admission. Vous avez ci-dessous le QR code pour vous rediriger vers la plateforme de candidature. Voilà, ça reste assez sélectif comme formation. En moyenne, sur l'ensemble des dossiers qu'on reçoit, 80% n'aboutissent pas, sont rejetés. Voilà. C'est une petite idée. Il y a 20% d'admis. À peu près 50% d'admissibles et à la fin 20% d'admis. Donc il faut candidater tout avec des bons dossiers parce que on ne souhaite pas augmenter tellement le nombre d'étudiants au niveau de la promotion. Il y a de plus en plus de candidatures, donc ce pourcentage ça reste très sélectif et c'est fait pour. Voilà, il faut vraiment que le projet professionnel soit assez explicite dans votre candidature. Je pense que les responsables pédagogiques ont assez mis l'accent sur cela pendant la présentation. Si vous avez peut-être encore un peu du mal à vous figurer cela, quel type de projet professionnel vous pourriez mettre en avant, n'hésitez pas peut-être aussi à échanger avec les ambassadeurs. Donc, ce sont des étudiants qui suivent actuellement la formation. Donc, la formation, elle se déroule aussi, je ne sais pas si on en a parlé, en partie à Centrale Supélec et en partie à l'école des ponts. Paris Tech, donc en région parisienne, pour une au sud et l'autre plutôt à l'est de Paris. Donc je vous invite à contacter ces différents ambassadeurs, donc on en a quand même 4 cette année, qui pourront vous préciser selon leur parcours comment quelles ont été les raisons pour lesquelles ils ont fait ce master, ils ont souhaité faire ce master et quels sont leurs projets aussi pour la fin de la formation.
Voilà, donc vous pouvez contacter aussi bien Karen Perronin, donc plutôt par mail, qui va être votre interlocutrice plutôt sur la partie administrative et gestion des candidatures au niveau de l'école des ponts, ParisTech, et moi au niveau de l'école centrale Supélec. Donc vous avez mes coordonnées. Encore une fois, ce que l'on vient de se dire sera donc en replay, vous sera envoyé. Et je vous invite également à télécharger la petite plaquette qui doit se trouver dans un onglet qui s'appelle Documents à distribuer. Voilà, où vous pourrez effectivement retrouver le programme de la formation, ainsi que mes coordonnées, les coordonnées des ambassadeurs aussi normalement. J'en profite pour dire qu'il doit y avoir une petite faute d'orthographe dans le mail de Karen Perronin. Ça doit être ENPC, pas ENCP probablement, hein, pour atteindre l'école des ponts et chaussées. Oui, pont chaussée, oui. Oui, effectivement. Ok, on va corriger. Donc là, je vous propose de faire une petite session de questions-réponses, d'échange. Vous avez dans l'outil du webinaire une petite case dans laquelle vous pouvez poser vos questions et directement au responsable pédagogique ou bien à moi pour qu'on puisse y répondre. Ce qu'on peut préciser par rapport au mode de sélection, c'est qu'on a 4 jurys dans l'année et qu'aujourd'hui, on a déjà passé un jury, on a passé l'étape d'admissibilité du 2e jury, et donc il restera 2 jurys d'ici le mois de juin pour terminer le recrutement, la sélection de la promotion pour l'année 2022-2023. Voilà, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez appeler Morgane, en tout cas contacter Morgane ou Karen Perronin, ou bien moi-même. Vous avez Pierre-Alain Nazé, vous avez mes coordonnées au début, ou Aurélie Frionnet. Des fois, on vous réoriente rapidement, mais avoir un contact, disons, face-to-face, ou en tout cas direct avec les directeurs ou les responsables de master, ça peut vous rassurer pour savoir si vous y prenez bien pour déposer votre dossier. Donc, on a le temps, mais il faut s'y prendre assez vite maintenant, puisqu'on est à la moitié du processus de sélection. Là. Il reste encore une petite moitié en temps. Donc, si dans les prochaines semaines, vous êtes intéressé, il faut vite déposer ce dossier. Et vous pouvez nous contacter par mail en parallèle en disant voilà, j'ai des soucis pour monter le dossier, je veux participer. On vous guide rapidement et on vous aidera à faire en sorte que votre dossier aboutisse et qu'on puisse le lire, le sélectionner. Après, s'il est bon, vous recevoir en entretien. Voilà. Je ne vois pas de questions, sauf si… Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment l'occasion parce que là, vous avez vraiment les 2 experts de la formation. Donc, s'il y a des questions plutôt techniques ou même peut-être plutôt logistique ou au niveau des débouchés, c'est vraiment l'occasion. Voilà, vous pouvez les écrire. J'espère que ça fonctionne. Je vais… D'accord. Bon, donc tout était très clair, j'imagine. Si jamais il y a des questions, en tout cas qui vous viennent, soit ben voilà, faut attendre un petit peu. Voilà, si jamais vous n'avez pas l'occasion de la poser, la question, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. Donc, je vois qu'il y en a déjà une, donc
Avez-vous beaucoup de candidatures d'ingénieurs déjà salariés, notamment, qui appartiendraient au groupe EDF? Une question de M. Gomez, Maxime. Ben, je ne sais pas si Aurélie tu veux répondre. Alors ça arrive. Il y a eu à une époque, et ça va sans doute, recommencer. Il y a eu des candidats préemptés par EDF déjà pour commencer, donc des pré-embauches. Les gens ont été envoyés directement ici avant d'être embauchés à EDF. Ça arrive. Ça s'était arrêté et ça va certainement recommencer. Ça, c'est le premier point. Après, pour les gens déjà à EDF, ça existe. C'est déjà arrivé. Et puis, il y en a qui sont en alternance aussi à EDF et qui peuvent le faire sur 2 ans, le master. Donc, ça se discute avec la hiérarchie. J'ai vu qu'il y a une personne qui vient d'EDF, c'est peut-être vous d'ailleurs, M. Gomez, dans les participants. Et voilà, Aurélie, peut-être tu veux compléter. Ouais, ce que je peux dire, c'est que effectivement, c'est pas quelque chose qui s'est beaucoup fait, enfin, ou qui avait le vent en poupe ces dernières années, compte tenu du ralentissement qui a été réel sur les nouveaux projets, en particulier en France. Mais comme tu le disais, Pierre-Alain, je pense que les annonces du président de la République sur l'engagement d'un programme de nouveau nucléaire va forcément rendre nécessaire pour EDF d'avoir des gens qui soient un peu plus formés, et pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui sera pas forcément difficile à intégrer dans un parcours professionnel, et c'est sans aucun doute quelque chose qui peut se valoriser en cours de carrière, et ça me paraît pas moins pertinent de le faire en cours de carrière que de le faire à la sortie de l'école. Et comme EDF est quand même un des partenaires à l'initiative de la création de ce master, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va en avoir de plus en plus, et qu'on saura en démontrer l'intérêt. Okay, merci pour cette réponse. Donc, oui, effectivement, M. Gomez vient d'EDF, on vient de nous le préciser. Une question sur les logements. Donc, s'il vous plaît, pour les étudiants venant de l'étranger, comment trouver un logement? Alors, je vais vous donner le site du guichet unique Paris-Saclay pour le logement. Après, à savoir que cette formation, en fait, elle est à cheval, en fait, sur 2 sites. Donc, un qui est à Marne-la-Vallée, dans le 77 ou le 94, je ne sais plus, mais en tout cas plutôt à l'est parisien, et l'autre qui est sur Gif-sur-Yvette, donc dans le sud de Paris. Donc voilà, je vais vous mettre en relation avec le Crous qui gère la partie logement, mais ça sera pour le secteur Paris-Saclay. Donc à voir si ça peut effectivement vous convenir. Alors, ça présente souvent un avantage là d'être à cheval sur les 2 formations, parce que vous bénéficiez à la fois du plateau de Paris-Saclay, que Morgane vient de vous signaler, et puis également de ce que les ponts ou le plateau du côté des ponts de Marne-la-Vallée met à disposition. Et puis il y en a qui s'installent entre les deux. Alors on n'a jamais eu de problème de logement, tout le monde y arrive, pas de panique, ça se passe très bien. Tout le monde est plutôt satisfait de son logement. Donc c'est pas un gros sujet. Tous les étudiants arrivent à trouver ce qu'il faut, ce qui leur convient. Voilà. En temps voulu. Donc là, il y a d'autres questions. Quels sont les atouts nécessaires pour avoir plus de chances d'être admis dans le master? Pardon. Je commence, Aurélie, tu peux compléter. Alors, Ça marche. Nous, on souhaite que la formation soit vraiment élitiste. Donc, le dossier scolaire doit être bon. On regarde vraiment des gens d'un bon niveau scolaire. On apprécie quand le classement est donné. Il y a des écoles qui ne donnent pas de classement. Je crois que ce n'est pas rendre service aux étudiants que de ne pas savoir où les situer. Et on ne vient pas à l'école des Ponts et à Centrale Paris en étant en queue de classement dans une école quelle qu'elle soit. Donc, on prend les meilleurs des écoles, des gens motivés, des gens que ça intéresse de faire du génie civil pointu, parce que c'est un génie civil vraiment difficile. C'est comme si vous construisiez des grands ponts ou des immeubles de grande hauteur, sauf qu'ils sont orientés vers une problématique particulière. En plus d'être du génie civil, vous avez en plus la problématique de l'énergie, qui est une problématique, vous aurez compris que c'est une problématique qui s'insère dans la géopolitique. Actuellement, on a une preuve là, avec ce qui se passe au niveau de la Russie ou des annonces du gouvernement, mais
Mais donc, il faut des gens très motivés, capables de prendre du recul et bons techniquement. Donc, on regarde beaucoup ça. Et si ce n'est pas le dossier scolaire parce qu'il est un peu lointain, on regarde, on vérifie que les gens qui prétendent rentrer dans ce master et continuer à faire un peu de science, parce que même si on accède à des postes de responsabilité après ce master pour être chef de projet, si vous avez été chef tout de suite en sortant de l'école, vous avez perdu un petit peu l'habitude enfin, en tout cas l'agilité intellectuelle pour manipuler des équations et de la science, et on en fait encore ici. C'est indispensable d'avoir une très très bonne culture technique et scientifique en sortant de ce master. Donc on ne veut pas vous mettre en échec. Tout le monde s'en sort en général très bien. Il y a très peu d'étudiants qui ne s'en sortent pas. C'est arrivé, voilà, en 12 ans, c'est arrivé peut-être une ou deux fois qu'il y a un étudiant en difficulté, sinon tout le monde y arrive. Mais donc on sélectionne beaucoup. Donc un bon dossier scolaire, une bonne motivation. Ici, ça fait longtemps que vous êtes sorti de l'école. Des gens qui pratiquent quand même le génie civil et qui connaissent un peu la technique. Voilà. Aurélie, tu peux peut-être compléter. Tout à fait. Ouais, non, enfin, je pense que effectivement, la sélection, elle est indispensable sur le critère de la technicité. On a effectivement des cours qui sont à la fois très complets dans tous les domaines du génie civil, mais aussi d'un niveau qui est vraiment un niveau assez élevé, et donc pour lequel on a besoin non seulement d'avoir des gens motivés, mais aussi d'avoir des gens qui ont des acquis de base qui soient très solides. Et alors, dans tous les cas, il y a 2 semaines de remise à niveau en début du master. Mais du coup, on a besoin que cette remise à niveau ne soit qu'une remise à niveau et de ne pas avoir des gens à qui il manque une partie des acquis. Oui, donc en résumé, voilà, c'est vrai qu'il y a une sélection qui est assez rude en termes de niveau scientifique et technique. Voilà, donc après, si c'était la petite chose en plus qui ferait que, je dirais aussi effectivement le projet professionnel, en plus de tout ce qui vient d'être dit de façon très juste par nos responsables pédagogiques. Il y a une question plus voici sur les candidatures. J'aimerais connaître les éléments constitutifs du dossier de candidature pour les étudiants étrangers, la date limite pour postuler et à combien s'élève la scolarité. Donc, il y a 3 questions en une. Pour les éléments constitutifs du dossier, je ne vais pas les énumérer. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire un copier-coller des instructions que l'on donne aux candidats. Comme ça, vous aurez vraiment tous les éléments parce qu'il y a plusieurs choses à lister. Oui, alors pour le coup, sur le site, c'est très détaillé. Hein. Sur le site… là, vous avez mis le QR code pour le dossier d'admission. Si vous flashez le QR code, c'est vraiment bien expliqué. Voilà, donc là, je vous ai mis, alors je suis désolée, la mise en page n'est pas top, mais bon, vous avez du coup tous les documents, je viens de les mettre dans l'onglet réponse. Les documents sont identiques, que ce soit pour des étudiants français ou étrangers. La seule distinction, bien évidemment, ça sera au niveau de votre visa, puisqu'il faudra un visa au motif étudiant ou titre de séjour motif études, étudiant. Et la date limite pour postuler, alors il y a des vagues de sélection, enfin des sessions. Et donc, comme l'a précisé Aurélie, il y a donc 4 sessions. Et la dernière, on a une date limite de dépôt de dossier au 2 mai 2022. Donc, même chose, ça, ce sont des instructions qui sont sur un document que je peux tout à fait vous faire parvenir ou que vous trouvez bien évidemment sur Internet. Parce que là, je ne peux pas ajouter, je crois, de documents. Il y a une question qui concerne… Ah oui, il y avait une question, pardon, sur la bourse. Excusez-moi, oui. Combien s'élève la scolarité? La bourse, c'est après. Je suis désolée, je n'étais pas… Oui, c'est des éléments qu'on aborde en entretien pour quand vous êtes admissible, mais c'est pour ça qu'on fait ce webinaire, pour que vous ayez les informations avant. Alors, donc, c'est 15 000 € la formation. Donc, ça veut dire un engagement important de chacun. Et après, pour la bourse, on va être très clair, c'est un master très ouvert à l'international. Et il y a tout type de pays et presque tout le monde demande des bourses. Alors, comme il est très difficile d'avoir des critères objectifs pour savoir vraiment qui est plus dans le besoin ou qui est plus méritant qu'un autre, on a
un petit peu changé les critères d'attribution des bourses depuis un an. Aujourd'hui, donc il y a un petit réservoir qui correspond à environ 2000 ou on va dire entre 1500 et 3000 euros par étudiant quasiment à distribuer. Et on le distribue comment? Alors on le distribue sur tout le monde, d'accord? Tout le monde a un minimum. Et ensuite, il y a un facteur différenciant qui est basé sur les notes du premier semestre. Voilà, donc dès qu'on a les notes du premier module, on donne la différence qui peut aller de 1 à 5. Alors on peut faire varier hein, sur cette différence-là, hein, entre le premier et le dernier de la promotion. Donc au moins, c'est les plus méritants et qui s'engagent le plus dans le master qui ont plus, mais tout le monde a quelque chose. Ça veut dire quand même que quand vous vous présentez à ce master, ne comptez pas sur la bourse pour vivre. Ne pensez pas que ça va être des études gratuites. Voilà. Évidemment, tout le monde s'y retrouve. Il y en a qui font des prêts, mais c'est très vite remboursé. Vous avez toujours un travail derrière. Ce n'est pas un sujet. Ça peut impressionner au début, là, les 15 000 euros, mais bon, c'est très vite couvert après. Il y a plein d'étudiants qui couvrent très bien ça et tout le monde s'en sort sans difficulté. Mais on n'a pas fait le choix de donner 15 000 à certains et 0 à d'autres. Voilà, que ce soit bien clair. Tout le monde a quelque chose, donc c'est une petite aide qui peut devenir un peu plus importante pour les premiers de la promotion et puis qui reste raisonnable, autour de 1000, 1500, ceux qui auront le moins, mais tout le monde aura quelque chose. Voilà comment on le fait. Très bien. Autrement dit, si vous faites un budget, faites le budget sans la bourse. Un mix. Oui, là, ce qui est préconisé en termes de budget, ce qui est préconisé hein, par rapport à une source qui est l'UNEF, hein, l'Union des étudiants français, c'est 1120 €, on va dire en gros au moins 1000 € par mois pour le budget de vie hein, au global. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée, hors période de thèse, puisque quand vous êtes en thèse, lorsque vous faites votre stage, sachez qu'un stage, s'il est supérieur à 2 ou 3 mois en France est forcément gratifié. Hein, il y a forcément une rémunération, donc ça n'existe plus les stages non rémunérés. Donc ça ne sera pas un vrai salaire, bien sûr, mais en tout cas, ça aide quand même largement aux frais de la vie quotidienne. Ah oui, ça couvre largement les frais de la vie quotidienne. Les indemnités de stage, toutes celles que je vois passer, couvrent largement les 1000 €. Hein, c'est en général plutôt plus que ça. Hein, on est aux alentours du SMIC, un gros SMIC. Oui, entre 1,5 et 2 fois ça. Donc il n'y aura pas de problème à partir du stage. Oui, 1000 € pendant 6 mois ou 8 mois, hein, en plus de les frais de scolarité. Avec ça, vous vivez très bien. Voilà, il y en a qui vivent avec 800, 700. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Je pense qu'on a fait quand même, on a balayé pas mal d'items, que ce soit sur le contenu, l'éligibilité, mais également les modalités de suivi hein, de la bourse, c'est-à-dire de la bourse du cursus, c'est-à-dire le financement, les bourses et puis le logement, la vie quotidienne. S'il y avait des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter et on répondra bien évidemment avec plaisir à toutes vos questions. Une dernière question peut-être, non? Sinon, je vais vous proposer de mettre terme à cette présentation que vous pourrez bien évidemment retrouver via un lien que l'on vous enverra pour un replay, et ainsi que nos coordonnées et le programme de la formation. Et si vous avez des questions d'ici là, vous avez peut-être noté nos adresses email. Tout à fait. Si vous avez des questions un peu plus tard, il n'y a pas de souci, on pourra aussi y répondre. Bien, écoutez, on va clôturer du coup cette présentation. Je vous remercie pour votre intérêt puis votre participation, puis également les responsables pédagogiques
de toutes leurs explications et de leur disponibilité. Et donc, peut-être à bientôt. Très bien. Ben alors, à bientôt et au plaisir de lire votre dossier pour ceux qui veulent suivre cette formation, cette très belle formation. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir à tous.